et bon réveil, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 10 février dans l'actualité ce matin. Nouvel affrontement entre Obama et Netanyahou. C'était hier soir par caméra interposée. La pression s'accentue sur le Premier ministre israélien pour qu'il reporte son discours devant le Congrès américain. Et puis un mois exactement après les attentats à Paris, où en est l'enquête? La douleur reste vive, mais la France a-t-elle les moyens de devancer les djihadistes? On en reparle dans un instant. Enfin, l'affaire HSBC, les révélations de ce scandale de fraude fiscale massive sonnent le glas d'une ère, celle du secret bancaire et des paradis fiscaux. Bonjour à tous, merci donc d'être avec nous. Bonjour à nos invités, Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe, Jacques Neria, spécialiste des questions de sécurité et de défense, et Cyril, bonjour. On démarre comme tous les matins par les journaux de notre belle région. Alors à la une d'abord du journal Pan-Arabe, à Charq al-Awsat ce matin, eh bien, cette offensive terrestre qui commence à se dessiner contre l'État islamique. Et ce serait une question de semaine, Barbara, selon le journal Pan-Arabe, puisque les forces irakiennes préparaient intensivement une offensive terrestre d'envergure pour déloger le groupe État islamique des régions qu'il occupe au nord et à l'ouest de Bagdad. L'armée irakienne, nous explique le journal Pan-Arabe, serait appuyée par une très lourde puissance de feu des alliés, mais aussi par les Peshmerga, ces combattants du Kurdistan irakien. Voilà pour le journal Pan-Arabe à Charq al-Awsat. Jacques, c'était inévitable. L'offensive a déjà commencé. Les Kurdes ont déjà déclaré qu'ils attaquaient Mossoul à partir de 3 directions. Donc 3 flèches qui se dirigent sur Mossoul. Mossoul sera sans doute l'objectif principal de cette attaque-là. Si jamais l'État islamique est délogé de Mossoul, ce sera, je dirais, le début de la fin. On a beaucoup dit de choses sur cette armée irakienne impuissante d'arrêter les djihadistes. Qu'est-ce qui va changer la donne cette fois? Je ne pense pas que c'est l'armée irakienne qui va changer la donne. C'est la combinaison entre l'expérience gagnée par les Peshmerga à Kobané et ailleurs, avec le soutien des raids aériens de la coalition internationale. Tout à fait d'accord avec Jacques. Je ne veux pas parler dans des expressions de début de la fin, mais si Mossoul est reprise par les Peshmerga, voire par l'armée officielle irakienne, ça peut former un début d'une nouvelle phase dans la lutte anti-État islamique en Irak. D'ailleurs, Barbara, ces derniers jours, malgré le fait que les djihadistes, notamment ceux de l'État islamique, ont intensifié leur bombardement sur les quartiers de Damas, ceci doit, de leur vision, équilibrer le fait qu'ils sont en train de perdre de terrain ces dernières semaines en Syrie. Et s'ils perdent Mossoul, on peut parler sans doute d'une tournure dans cette lutte anti-État islamique. Il faudra très certainement suivre également la manière dont les Kurdes vont monnayer cet engagement auprès de la coalition. On voit que ce sont des acteurs majeurs dans la lutte anti-État islamique. Intéressant. Il ne faut pas oublier la présence des Iraniens qui sont sur place, sur le terrain, qui sont en train de diriger, d'entraîner les unités de l'armée irakienne. Et surtout, les dernières attaques qui se sont déroulées dernièrement ont été des opérations menées par des milices chiites, non pas par l'armée irakienne. L'armée irakienne n'est pas encore bâtie de taille pour se battre. Et cet élément peut confondre un peu l'écart, parce que là, des tribus sunnites dans la région d'Anbar et dans les autres régions sont en train de s'organiser pour lutter contre les milices chiites. Maintenant, est-ce que cette lutte interne entre sunnites et chiites va affecter la lutte anti-État islamique? Ça, il faut le voir dans les semaines à venir. Allez, un autre titre dans la presse ce matin, c'est cette annonce, Cyril, de l'autorité palestinienne qui interdit la commercialisation en Cisjordanie de 6 marques agroalimentaires israéliennes. C'est ce qu'on apprend ce matin à la lecture du site d'information Al-Quds. À partir de demain, donc, les Palestiniens ne trouveront plus dans leurs supermarchés, leurs supérettes, les produits de 6 géants israéliens de l'agroalimentaire. L'autorité palestinienne a annoncé hier qu'elle interdirait dorénavant la commercialisation de ces produits. Des représailles économiques qui font suite à la suspension par Israël du transfert des taxes collectées pour le compte des Palestiniens et qui elle-même fait suite, vous le savez, à la demande palestinienne d'adhérer à la Cour pénale internationale. Et j'imagine que ça peut susciter une pression de la part de ces fabriques sur le gouvernement israélien d'essayer de trouver un compromis pour aider l'autorité palestinienne à autofinancer ses besoins et de l'autre côté à arrêter ce boycott, parce que
il y a déjà un boycott qui commence dans les territoires occupés, mais si ça touche ces géants qui ont des lobbyistes qui peuvent faire pression sur le gouvernement israélien. Allez, retour en Israël où ça fait les gros titres de la presse ce matin. C'est Binyamin Netanyahou, on le disait en titre, qui reste déterminé à prononcer coûte que coûte son discours devant le Congrès américain le 3 mars prochain. Ira pas, hein, c'est la question que se posent aujourd'hui tous les journalistes israéliens. Et hier, vous le savez, nos confrères de l'agence de presse Reuters révélaient que Binyamin Netanyahou songeait très sérieusement même à renoncer à son intervention devant le Congrès le 3 mars prochain. Et bien ce matin, le démenti est cinglant, il ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre, nous dit le journal qui lui est proche, Israël Hayom, eh bien, est plus déterminé que jamais à maintenir son déplacement à Washington pour tenter de déjouer un mauvais accord qui serait en train de se tramer à Munich, hein, entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Jawad Zarif, et qui pourrait conclure donc avec l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Et comme pour mieux convaincre, eh bien, le journal, vous allez voir, rallie à sa cause ce matin un ancien vice-secrétaire d'État à la Défense du président George W. Bush. Il s'agit du républicain Elliot Abrams qui estime que le président Barack Obama redoute le ton direct et les vérités du Premier ministre israélien, des vérités qui sont lui mettrait à mal l'incohérence, je cite, de la politique étrangère américaine. Alors, un tout autre son de cloche ce matin sur le site d'information Ynet, le discours de Binyamin Netanyahou ferait de moins en moins l'unanimité au sein de la Chambre des représentants américaine. Après le boycott, vous le savez, du vice-président Joe Biden et celui des parlementaires noirs américains, eh bien, c'est au tour du député démocrate Bernie Sanders, dont le journal précise d'ailleurs qu'il est de confession juive. Eh bien, il a annoncé, Bernie Sanders, qu'il ne sera pas dans l'hémicycle pour écouter Binyamin Netanyahou, mais qu'il verrait sans doute l'allocution du Premier ministre depuis son poste de télévision. Alors les Israéliens aussi semblent avoir perdu de leur enthousiasme. Selon un sondage relayé par le Times of Israel, près d'un Israélien sur deux, 47% plus précisément, eh bien, souhaiteraient que Netanyahou renonce à son discours au Congrès. 63% des personnes interrogées estiment en revanche que le discours du Premier ministre n'aura, je cite, aucune incidence sur leur vote du 17 mars prochain. Pour le correspondant du Haaretz à Washington, Rémi Chalev, une percée dans les négociations avec l'Iran serait un cadeau inattendu pour Binyamin Netanyahou. Son discours se transformerait alors en un grand show, un show de Mister Iran, Benjamin dans la fosse au lion. Du coup, la campagne électorale israélienne se focaliserait sur l'imminence d'un danger et jouerait donc en faveur du Premier ministre sortant. En parlant avec des sources saoudiennes sur les négociations entre l'Iran et la communauté internationale, les B+1, les 5+1, certains analystes saoudiens se sont posé la question, est-ce que le discours de Netanyahou dans le Congrès aura un mauvais effet sur les chances d'Israël d'arrêter un mauvais accord? Les Saoudiens comptent beaucoup sur la pression que peuvent faire les lobbyistes soutenant Israël dans le Congrès et dans l'administration sur les négociations entre la communauté internationale et l'Iran, et les Saoudiens sont un peu inquiets du fait qu'une détérioration éventuelle dans la relation entre les États-Unis et Israël à fond de ce discours aura aussi un effet sur l'accord entre l'Iran et la communauté internationale. Alors Jacques, justement, une ébauche d'accord aurait été présentée, finalisée à Munich le week-end dernier. On a entendu que John Kerry a rencontré son homologue iranien à 2 reprises. Binyamin Netanyahou a raison d'être aussi inquiet? Écoutez, on peut être inquiet, mais il faut quand même savoir que les Américains ne sont pas des novices. Ils savent négocier, ils négocient certaines clauses. Je dirais que ça pourrait être un mauvais accord, mais la question se pose, est-ce que mieux vaut ne pas avoir un accord du tout ou un accord qui limiterait à la rigueur les Iraniens? Je pense et qui permettrait naturellement aux États-Unis un certain contrôle de ce qui se passe en Iran. Je pense que cette option est beaucoup plus valable qu'une option de ne pas avoir du tout d'accord avec l'Iran, de ne pas nous engager dans un tourbillon qui entraînerait toute la région, et Israël en premier lieu, dans un face-à-face. En tant que président des États-Unis, dans un face-à-face. Mais ce qu'il y a de plus important dans la montée de la tension entre Obama et Netanyahou, c'est le fait que Israël
Israël pourrait payer le prix de cette crise. Et Obama, hier, a signifié qu'il considérait de nouveau l'aide militaire à tous les pays, alors que la question... Il a parlé de rééquilibrage. Rééquilibrage, alors que la question a été directement posée concernant Israël. Donc, ceux qui devraient y penser devraient quand même prendre en considération les derniers dires du président américain. Voilà, un discours qui pourrait donc avoir de lourdes conséquences. On parle de 3 milliards de dollars par an et on parle de beaucoup d'avantages qui pourraient être touchés. Évidemment. On va en reparler de cette affaire. Évidemment, on en vient à présent à ce triste anniversaire, un mois exactement après les attentats à Paris. Eh bien, une question, où en est l'enquête? La douleur reste vive en France, mais est-ce que le pays a les moyens de devancer les djihadistes et de contrecarrer le prochain attentat? Élément de réponse en images. Il y a un mois, un attentat sanglant mené à la Kalachnikov décimait la rédaction de Charlie Hebdo. Depuis la petite rue parisienne où se trouvent les locaux du journal satirique est devenu un lieu de mémoire spontanée. Fleurs, messages, bougies, un hommage que l'on retrouve également porte de Vincennes où l'hypercachère est restée fermée depuis la tragédie du 9 janvier. Elle avait fait 4 morts parmi les otages, 4 sur les 17 victimes qu'ont fait les attentats de Paris. Un mois après, la France n'est plus en état de choc, mais a appris à vivre sous la menace terroriste. Elle doit y faire face sur tous les plans. L'enquête sur les attentats de Paris se poursuit et elle est complexe. Depuis janvier dernier, plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées et le réseau des 3 terroristes semble toujours plus vaste. Un suspect djihadiste lié au frère Kouachi a déjà été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Oui, je suis content d'être en France. Il a été arrêté en Bulgarie juste avant qu'il ne s'envole pour la Syrie. 2 autres proches des frères Kouachi ont aussi été appréhendés à la frontière turco-syrienne et 3 autres ont réussi à entrer en Syrie avant les attaques. Parmi eux, la compagne d'Amédi Koulibaly, Hayat Boumedienne, ici filmée à l'aéroport d'Istanbul. Au minimum, toutes ces personnes ont porté une assistance logistique aux responsables des attentats de Paris. Plan Vigipirate renforcé sur tout le territoire français et dans les lieux sensibles comme les aéroports. 5000 militaires déployés devant les synagogues et les centres communautaires juifs. La France doit s'habituer à vivre sous haute sécurité. Il s'agit d'une opération militaire. Et c'est la raison pour laquelle elle a un nom d'opération militaire. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Sentinelle. Désormais, l'état d'alerte est quasi permanent. En témoigne cette attaque à Nice la semaine dernière. 3 militaires ont été blessés au couteau par un individu dénommé Moussa Koulibaly. Le parquet antiterroriste a été saisi. Pour la branche d'Al-Qaïda au Yémen, qui a revendiqué l'attaque de Charlie Hebdo, la France endosse l'habit du grand Satan, d'ennemi numéro 1 de l'islam. Un véritable casse-tête en perspective pour les services de renseignement français, débordés par la traque de leurs ressortissants de retour du djihad en Syrie. Il serait plus d'1 millier, autant de bombes à retardement. Et si la situation actuelle profitait à l'extrême droite, le Front National ressort de toute évidence comme le grand gagnant de ce climat de peur qui s'est installé en France. Et les sondages parlent pour lui. À 2 ans des élections présidentielles de 2017, la présidente du FN, Marine Le Pen, caracole déjà en tête du premier tour. Je pense que les attentats consolident la confiance de beaucoup de Français dans le Front National pour une raison simple, c'est que le Front National a fait le bon diagnostic depuis de nombreuses années. Il a eu le courage, souvent seul contre tous d'ailleurs, d'évaluer le danger du développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Un avertissement sans frais pour le PS et l'UMP, même si le sort des présidentielles paraît encore loin d'être scellé. Alors Jacques, on l'a vu, l'enquête avance péniblement. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ces terroristes finalement étaient des loups solitaires ou forcément membres d'un réseau. Est-ce qu'ils pouvaient agir seuls? Écoutez, on a évoqué sur ce plateau-là, il y a quelque temps, le fait que 14% d'un sondage dans des milieux musulmans était favorable à l'État islamique. Donc on parle de sympathisants qui sont dans les milliers en France. On parle de cellules dormantes qu'on ne connaît pas encore. Le travail est immense. Le travail est immense et surtout, ce qui manque encore, ce sont les moyens légaux. Il faut légitimiser le fait des écoutes téléphoniques, les écoutes des cellulaires, les fax, les mails. Tout cela n'a pas été encore fait et tout cela devrait compléter, je dirais, les efforts. Et surtout, ce qui manque, c'est une connaissance, je dirais, d'éléments
éléments qui connaissent l'arabe, connaissent la mentalité, qui vivent le milieu musulman en France, qui vivent le milieu djihadiste. Et tout cela, c'est encore à mettre sur place. Nous sommes encore Ces loin de ça. agents-là, connaisseurs du monde arabe, n'existent pas assez en France. Pas encore. Écoutez, la preuve est que les prisons étaient finalement le lieu de recrutement. De recrutement. On a vu comment est-ce que des cassettes passaient sous le nez des gendarmes. Personne ne comprenait ce qu'il y avait. C'était en arabe et c'était tout simplement des cassettes qui étaient pour encourager, pour mobiliser les prisonniers qui étaient sur place. Et donc tout cela, il faut le remettre dans un certain ordre. Il faut commencer à partir de zéro et ça prendra encore du temps. Alors, parlons de cette affiliation aux organisations terroristes au Moyen-Orient. Ils l'ont revendiqué, ces terroristes français, que ce soit Al-Qaïda au Yémen ou l'État islamique. Est-ce que ce lien est réel ? À mon avis, il est réel. On a parlé des loups solitaires. Il y a beaucoup de loups solitaires. Et la question, est-ce que quand il y a ce nombre de loups solitaires, on ne peut pas parler d'un réseau, même si ce n'est pas un réseau organique, un réseau organisé. Et les experts d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont capables d'identifier ces loups solitaires, sont capables sur les réseaux sociaux d'identifier et d'essayer de connecter ces candidats, ces sympathisants dont Jacques a parlé, par Internet et par les réseaux, par les cellules dormantes en France. Et par les réseaux qui se trouvent sur le terrain, qui ont pour un seul but, c'est de recruter, soit pour faire partie de ces cellules dormantes, soit pour les activiser, comme on a vu les frères Kouachi être au Yémen, se préparer, s'entraîner pour lancer cette bataille. Mais à nouveau, Barbara, si la lutte se réduira à l'aspect sécuritaire, à mon avis, elle est perdue d'avance. Il faut sécher cette sympathie d'un grand nombre de la population musulmane envers l'État islamique. Il faut voir comment est-ce que la jeunesse musulmane en France ou ailleurs voit dans l'État islamique leur espoir pour un changement de la situation des musulmans en France et ailleurs dans le monde. Tant que l'Europe va continuer à soutenir d'une façon aveugle certains régimes, tant que l'Europe va soutenir d'une façon aveugle ce qu'on appelle les rebelles modérés en Syrie et ailleurs, à mon avis, on ratera le but. Ce qui est intéressant, c'est que depuis octobre, une enquête qui a été menée dernièrement a prouvé que le nombre de volontaires européens qui sont arrivés en Syrie et en Irak a doublé. Au lieu de regresser, c'est au contraire, le nombre est en train d'augmenter. Je suis complètement d'accord, il faut s'attaquer à la source du salafisme. La source du salafisme, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. Il faut arrêter le flot d'argent, il faut arrêter le transfert d'argent, il faut arrêter le financement des institutions soi-disant caritatives en France et en Europe. Et à partir de là, on commencera à faire un travail sérieux. Je vous propose à présent d'écouter un témoignage poignant, celui de Laurence Saada. Elle est l'épouse de François-Michel Saada. Il est l'un des 4 hommes tués lors de l'attentat contre l'hypercachère Porte de Vincennes. Elle était au micro de Jean-Charles Banoun hier soir pour I24. La France, c'est pour moi, pour mon mari, c'est un pays laïque qui avait quand même devoir de protéger ses citoyens, quels qu'ils soient. Et je pense que quelque part, la France a failli à son devoir, même si Madame Taubira a quelque part, de façon implicite, reconnu ce manquement. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis en colère. Je suis profondément bouleversée parce que ma vie a basculé, notre vie a basculé dans l'horreur qu'aucun mot, d'une façon tellement brutale qu'aucun mot ne peut décrire comment ma vie a été bouleversée. Et oui, je suis en colère parce que me dire qu'au XXIe siècle, dans un pays comme la France, se faire assassiner alors que mon mari ne portait même pas de kippa sur la tête, c'est-à-dire qu'il a juste été faire ses courses dans un supermarché cachère, acheter le pain de Shabbat, et qu'il s'est fait assassiner parce qu'il était juif. Oui, ça c'est quelque chose qui a provoqué au moins une rupture assez brutale. Voilà, assassiné parce que juif, ce sont des mots qui sont
encore et toujours difficile à entendre. C'est très difficile à entendre. Et je comprends très bien ce que Madame a dit, là, le fait que la France a failli à son devoir. La preuve est là, la preuve est noir sur blanc. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement se réveiller. Nous sommes en train de confronter aujourd'hui en France une vague d'antisémitisme qui est inégalée dans le passé, inégalée, qui est à la base de beaucoup de facteurs qui font en sorte aujourd'hui les Juifs se retrouvent devant, je dirais, confrontés à une situation qui est presque, je dirais, impossible à imaginer il y a quelque temps. Comment est-ce que une compagnie, une société demande à ce que pour un certain travail... il ne faut pas être juif. Il ne faut pas être juif. Alors, je ne peux pas défendre l'État islamique et Al-Qaïda, mais ces jours-ci, on voit que même des musulmans sunnites qui ne pensent pas comme Al-Qaïda et comme l'État islamique, des filles, par exemple, au Pakistan ou en Irak, qui osent aller étudier dans des écoles, sont assassinées. Des professeurs, des enseignants qui insistent sur le droit des filles d'aller dans les écoles sont brûlés devant les écoles. Donc, il y a ici, c'est vrai que... les Juifs sont plus visés peut-être que d'autres, mais il y a des catégories, même musulmanes, même sunnites, qui sont visées par ces djihadistes. Regardez l'emblème, le drapeau des Houthis au Yémen. Alors c'est peut-être qu'on va une transition toute trouvée. On va aborder ce sujet. Le drapeau, il dit les Juifs sont damnés et les Juifs sont morts à Israël. Donc nous sommes là, nous sommes tout juste, je dirais, qu'est-ce qu'on a fait nous aux Houthis? Voilà, les Rien Juifs, du tout. Israël persécuté dans le monde entier. Alors précisément, on parle du Yémen à présent. C'est un pays qui vit une nouvelle crise depuis plusieurs jours. Une milice chiite a renversé le président en place et dissous le Parlement. Sous la pression de l'ONU, eh bien, les discussions entre factions ont repris depuis hier. Cyril, vous nous en dites plus. Et oui, donc c'est au Yémen que les rebelles chiites, qu'on appelle aussi la branche politique des Houthis, c'est le Ansarullah, c'est-à-dire les partisans de Dieu, les partisans d'Allah qui ont donc pris le contrôle des institutions du pays. Vendredi, vous l'avez dit, vendredi dernier, ils ont annoncé la dissolution du Parlement et la mise en place d'instances de transition. Et le lendemain, le chef de cette milite, il porte le nom des Houthis, le parti porte le nom de ce chef spirituel, il s'appelle Abdelmalek al-Houssi. Il a défendu avec force le coup d'État mené vendredi dernier, en soulignant qu'il était tout simplement destiné à remédier à la vacance du pouvoir, parce que vous savez que depuis le mois de janvier, donc, le Yémen est sans gouvernement. Je vous propose d'écouter Abdelmalek al-Houssi. Cette initiative responsable, sage et historique a été faite dans le meilleur intérêt du pays. Car c'est dans le meilleur intérêt du pays d'éviter la division. Car la division est une erreur et elle est dangereuse. J'invite mes rivaux politiques à se joindre à la marche de ce grand peuple et à rectifier ses opinions politiques. Si Al-Qaïda prend le contrôle du pays et des pays qui l'entourent, elle complotera contre nos frères en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, car le danger nous concerne tous. Voilà, combattre Al-Qaïda, visiblement cet argument n'a pas convaincu beaucoup de monde, puisque les miliciens ont dû sentir que leur victoire à Sanaa les exposait à un certain danger, celui de l'isolement, isolement régional d'abord, parce que la Ligue arabe a immédiatement fait savoir qu'elle allait prendre des mesures pour défendre le Yémen et pour s'opposer justement à ce coup d'État. Isolement international, avec le discours de Ban Ki-moon, l'intervention de Ban Ki-moon qui a dénoncé également ce coup de force, et puis isolement aussi au Yémen, puisque les tribus sunnites du sud du Yémen ont immédiatement également annoncé qu'elles ne reconnaissaient pas l'autorité, la légitimité du nouveau pouvoir en place. Et la tragédie du Yémen constitue dans le fait, Barbara, que si jamais il y a une force qui est capable d'abattre les Houthis, ce n'est pas l'armée officielle, ce sont les forces, les milices des tribus, soutenues par qui, Jacques? Soutenues par Al-Qaïda. Donc, il y a les Houthis soutenus par l'Iran et Al-Qaïda qu'on connaît tout le monde. Et ça, c'est l'équation maintenant de force, l'équilibre de force au Yémen. Nous sommes devant une formule, où le Yémen va se scinder en deux. Donc, comme il était avant. Mais le nord chiite à 35% de la population, 65% de la population. On va peut-être voir une carte qui va mieux nous expliquer
Où se trouve le Yémen, les frontières qui l'entourent et cette influence surtout sunnite, chiite qui redessinerait les frontières naturelles. On le voit, hein, les zones rouges à majorité chiite et les zones vertes à majorité sunnite. Et cette guerre d'influence, comme vous le disiez, entre l'Arabie saoudite sunnite d'une part et l'Iran chiite d'autre part. Et le drame s'accentue quand on entend certains milieux en Arabie saoudite qui disent qu'il ne faut pas être impliqué à nouveau dans la guerre interne au Yémen et peut-être reconnaître le fait que l'Iran aura une grande influence au Yémen. Alors Cyril, on essaye de mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays. D'abord un mot sur ces Houthis, ils sont qui, ils veulent quoi? Alors d'abord il faut préciser, comme vous venez de le dire, que c'est une communauté, que la milice chiite appartient donc à la communauté zaïdite, c'est une branche du chiisme, comme l'est par exemple en Syrie la communauté alaouite, et qui est concentrée, on l'a bien vu sur la carte, au nord-ouest, notamment dans la province de Saada, hein, d'où justement le chef spirituel a prononcé son discours la semaine dernière. Elle représente une communauté qui représente un tiers de la population yéménite, qui elle évidemment, on l'a vu sur la carte également, est majoritairement sunnite. Alors ils veulent quoi, leurs objectifs? Alors, 3 objectifs principaux. D'abord, il y a des revendications sociales et économiques, et identitaires. Peut-être c'est une communauté qui a souvent eu l'impression d'être marginalisée par le pouvoir central, qui est sunnite. Mais au-delà, les Houthis s'opposent également à l'alliance du Yémen avec l'oncle Sam, avec les États-Unis, également à l'ingérence du puissant voisin saoudien. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est la volonté finalement de mener une révolution ou une contre-révolution après le printemps yéménite raté de 2011 qui avait vu Ali Abdallah Salah déposé en 2011, et une révolution qui aurait été dévoyée par des partis politiques corrompus. Et voilà, donc les Houthis veulent insuffler de nouveau cet esprit révolutionnaire au sein du Yémen. Et puis enfin, troisième objectif, merci, eh bien c'est justement de redorer un petit peu le blason de cette communauté, parce qu'il faut rappeler que le Yémen, à l'époque de l'âge d'or de l'islam, eh bien, était dirigé par l'imama zaïdite, donc un imama chiite. Le Yémen, c'est le pays type de plateforme de terrorisme, comme on a vu en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, c'est-à-dire un gouvernement faible. Coulibaly, Kouachi sont passés par là. Donc le célèbre Nigérian qui a failli faire sauter un avion de ligne de la Virgin en route vers les États-Unis s'est entraîné là-bas. L'université de Sanaa semble être, je dirais, la couveuse là, où les terroristes sont d'abord répertoriés, sont entraînés et puis ensuite sont envoyés faire leurs actes en Europe ou aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans Abdelmalek el-Houthi, il y a beaucoup qui le comparent à Hassan Nasrallah. Donc il a le même âge, enfin il a l'âge de Nasrallah à l'époque, il a 35 ans, c'est très charismatique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées en tête, et surtout, je dirais, pour nous, le fait que ces chiites prennent le pouvoir là-bas, et surtout aidés par les Iraniens, pose un grand danger sur Bab el-Mandeb. C'est l'ouverture de la mer Rouge. Donc pour nous, c'est la voie stratégique qui pourrait mettre en danger. 30 secondes pour conclure. On est au bord de la guerre civile. Si ces discussions n'aboutissent pas, le pays va se scinder en deux? Se scinder en deux, c'est le scénario le plus probable, mais à mon avis, les effets de cette crise interne sur le monde extérieur, sur la région, il est beaucoup plus important qu'on peut imaginer encore. Merci beaucoup à tous les trois à suivre. On reparle de cet affrontement entre Benyamin Netanyahu et Barack Obama par caméra interposée. C'était hier soir. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous et merci à nos invités d'être avec nous. Nadia Ellis, bonjour. Bonjour. Chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste du discours, et Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Bonjour. Alors vous êtes là parce qu'on va parler politique, évidemment, politique israélienne ou israélo-américaine, faudrait-il dire, ce matin encore, Dror, avec ce nouvel affrontement hier entre Obama et Netanyahu par caméra interposée. Les deux hommes donnaient une conférence de presse
au même moment, l'un à Jérusalem, l'autre à Washington, et la pression s'accentue pour que Benjamin Netanyahou, sinon n'annule, mais ne reporte au moins son discours au Congrès. Mais non, il l'a annoncé hier, il ira. Oui, il a annoncé sa détermination à se rendre à Washington et malgré toutes les demandes qui lui ont été adressées, à prononcer un discours devant le Congrès. Et en fait, le différent entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama s'est vraiment étalé au grand jour avec ces deux conférences de presse quasiment simultanées, comme vous l'avez signalé, Barbara. Un différent donc qui ne se cache plus en quelque sorte, et donc une tension qui, encore une fois, s'affiche au grand jour. On va tout de suite écouter Benjamin Netanyahou qui explique pourquoi il est déterminé, malgré tout, à aller à Washington et à prononcer un discours devant le Congrès. On écoute. D'après les rapports que je reçois, cet accord permettrait à l'Iran, en quelques années, de fabriquer des dizaines de bombes nucléaires. Et en tant que Premier ministre d'Israël, il est de mon devoir de tout faire pour empêcher cet accord dangereux. Je suis donc déterminé à aller à Washington pour présenter la position d'Israël aux membres du Congrès et au peuple américain. Voilà, Benjamin Netanyahou déterminé. Oui, et le problème, c'est que lorsqu'il dit qu'il est déterminé à se rendre et à prononcer un discours devant les membres du Congrès, il prononcera un discours devant des membres du Congrès, puisque tous ne seront pas là. Déjà, on a un premier sénateur qui a annoncé hier qu'il n'assistera pas au discours. Joe Biden a annoncé il n'a pas dit qu'il allait boycotter le discours, bien évidemment. Hein. Il a utilisé un langage beaucoup plus diplomatique. Il sera en voyage à l'étranger. Ouais. Et un hasard du calendrier, évidemment. Hein. On n'y voyait absolument aucune autre intention de la part du vice-président américain. Mais plus sérieusement, il y a délibérément un message qui est transmis par la Maison-Blanche et par une partie grandissante du Parti démocrate. Et le message est le suivant: Benjamin Netanyahou s'immisce dans les affaires intérieures américaines. Il a organisé et planifié ce discours avec ses amis du Parti républicain en court-circuitant la Maison-Blanche et Barack Obama. Et donc, pour une partie de la classe politique américaine, c'est pas acceptable. Maintenant, pour Benjamin Netanyahou, comme il l'a dit, le Congrès est en quelque sorte le dernier recours. Le Premier ministre israélien, dont on sait à quel point l'affaire du nucléaire iranien est un dossier important, dont on sait à quel point il considère que c'est un dossier crucial pour l'existence même d'Israël, eh bien, il considère que encore une fois, que le Congrès est le dernier recours pour empêcher que les États-Unis ne poussent la communauté internationale à parvenir à un accord avec l'Iran. Et comme l'a dit Netanyahou à plusieurs reprises, mieux vaut pas d'accord du tout qu'un mauvais accord. Alors Nadia, un mot sur l'effet qu'aura ce discours, un effet à double tranchant. On ne va pas parler, pas encore, de l'aspect politique et sur la scène intérieure israélienne, mais sur l'objectif affiché de Benjamin Netanyahou, à savoir convaincre les membres du Congrès de ne pas accepter cet accord que le président Obama présentera aux membres du Congrès qui devront l'accepter ou le refuser. Est-ce que cet effet pourra être obtenu par Benjamin Netanyahou ? Commençons par demander, est-ce que effectivement cet effet de persuasion, il le veut par rapport aux membres du Congrès ou il le veut plus par rapport aux Israéliens qui vont suivre ce discours ? Et évidemment, nous sommes en période électorale et il est dans un effort de persuasion, effectivement, plus de son électorat que du Congrès américain. On va en parler, mais d'abord sur le Congrès américain. Est-ce qu'il va avoir un effet boomerang et obtenir l'effet inverse des démocrates qu'il souhaite rallier à sa cause ? Ça, on ne peut pas savoir, étant donné qu'on ne sait pas ce qu'il va dire. Donc déjà, tout est dans ce même discours. Il faut aussi voir à qui il va vraiment s'adresser. J'en parle souvent, ce qu'on appelle techniquement cette double adresse. C'est vrai qu'il va s'adresser au Congrès, mais il y a aussi une manière de s'adresser à des gens qui ne sont pas présents, à savoir aussi les membres du Congrès qui ne seront pas présents. Est-ce qu'effectivement, il y va pour persuader ceux qui seront dans la salle, ou est-ce qu'il y va pour persuader Obama, ou est-ce qu'il y va pour persuader, encore une fois, l'électorat israélien. Cette chaise vide, parlons-en, de certains membres du Congrès, mais de Joe Biden, le vice-président américain également, qui sera extrêmement apparente lors de ce discours, car ce siège devrait être derrière lui. Ça a un mauvais effet aussi, inconscient pour ceux qui écoutent Benjamin Netanyahou.
Écoutez, il faut vraiment voir quel est le but de ce discours et est-ce que Netanyahou peut-être pense obtenir encore plus d'effets par le fait qu'il y ait des absences pendant ce discours pour montrer que les États-Unis ne sont pas réunis autour de cette cause, que les États-Unis ne sont pas assez engagés dans cette cause, qu'ils mettent la politique avant la sécurité. Ouais. Tout ça, ça pourrait être effectivement des messages que cette même chaise vide renvoie. Il faut voir quelle est sa stratégie. Apparemment, il insiste tellement aussi pour construire ce qu'on appelle un ethos, c'est-à-dire une image de soi, de celui qui ne cède pas. Lui, il y va. Les autres, peut-être, ils seront absents. Les autres, peut-être, mettent des intérêts autres que la sécurité d'Israël ou des États-Unis avant l'Iran et avant donc ce problème. Lui, au contraire, c'est le leader qui ne cède pas et qui ne cède pas au chantage aussi des autres. Justement, cette détermination continue d'agacer Barack Obama. Il l'a exprimé on ne peut plus clairement hier. Il l'a exprimé clairement et sur un ton un petit peu ironique, un petit peu moqueur. Et, en présence d'Angela Merkel, la chancelière allemande, Barack Obama a rappelé pourquoi il ne recevra pas Benjamin Netanyahou au cours de son passage aux États-Unis. On va le voir tout de suite. Avec tout le respect que je dois au Premier ministre Netanyahou, comme je l'ai déjà dit, je lui parle tout le temps. Nos équipes se concertent en permanence. Nous avons pour règle de ne pas rencontrer les dirigeants juste avant leur élection, 2 semaines avant le scrutin. Autant j'apprécie Angela, si elle était à 2 semaines de son élection, elle n'aurait probablement pas reçu une invitation à la Maison-Blanche et je soupçonne qu'elle ne l'aurait même pas demandé. Voilà, on remarque le contraste entre le ton grave utilisé par Netanyahou tout à l'heure dans l'extrait qu'on a diffusé et ce ton un petit peu moqueur, un petit peu ironique du président américain aux côtés d'Angela Merkel. Et là, c'est intéressant parce qu'on sait qu'en Europe, les Européens sont divisés justement sur l'opportunité d'un accord avec l'Iran dans les conditions actuelles. Les Français sont plutôt contre. Les Allemands, ils sont plutôt favorables justement. Alors, on a parlé de l'aspect américain de cette campagne, d'éviter un mauvais accord pour Benjamin Netanyahou. Sur la scène politique israélienne, quels vont être les effets de ce discours ? Alors là, je suis un tout petit peu en désaccord avec Nadia Ellis tout à l'heure lorsqu'elle disait que Netanyahou allait peut-être s'adresser davantage aux électeurs israéliens qu'aux membres du Congrès. Je crois qu'il va s'adresser avant tout aux membres du Congrès, que véritablement on sait à quel point c'est presque une obsession pour le Premier ministre israélien d'éviter que l'Iran ne devienne une puissance nucléaire et à quel point il est convaincu que l'accord en gestation est un mauvais accord. Donc, encore une fois, pour lui, le Congrès, les membres du Congrès, ça constitue un dernier recours. Maintenant, bien évidemment, à 2 semaines avant les élections, Netanyahou ne peut pas ne pas penser aux conséquences politiques électorales de son discours devant le Congrès dans des conditions difficiles, avec l'absence derrière lui de Joe Biden, avec l'absence de plusieurs parlementaires américains. L'administration Obama, il faut le répéter, n'est pas populaire en Israël. Elle n'est pas du tout populaire. Dans l'électorat de droite en Israël, elle est même presque détestée. Et on sait que Benjamin Netanyahou est parti à la reconquête d'un électorat de droite qui s'est un petit peu dispersé vers Naftali Bennett, vers d'autres petits partis. Et il a un petit peu renversé la tendance. Le Likoud est en progression dans les sondages justement du fait, grâce à cette opération de reconquête de l'électorat de droite. Et le fait que Benjamin Netanyahou affiche sa détermination et que malgré les critiques et les appels, il prononcera ce fameux discours devant le Congrès, eh bien, là aussi, il pourra marquer des points dans ce même électorat à droite. Maintenant, la question, c'est concernant les électeurs hésitants ou centristes, pourrait-on dire, dans quelle mesure la dégradation des relations avec Washington ne va pas les éloigner de Benjamin Netanyahou. Là, la question reste ouverte, on n'a pas la réponse. Alors, on l'a compris, à 5 semaines des élections, la campagne bat son plein et les partis se lancent à la conquête de communautés. C'est le cas notamment de la communauté francophone en Israël. Elle est importante de par son nombre, à tel point que le Premier ministre lui-même a fait le déplacement pour une soirée en français, s'il vous plaît. Maël Benoliel. C'est sous les ovations que le Premier ministre en campagne fait son entrée telle une rockstar. Environ 300 francophones ont répondu présents à l'invitation de Benjamin Netanyahou et de son parti, le Likoud. Une soirée électorale spécialement organisée pour la communauté française vivant en Israël et une véritable opération de séduction de la part du principal favori de ces prochaines élections législatives. Je suis très heureux d'être avec vous ici ce soir. J'apprécie beaucoup votre soutien.
Le Premier ministre s'est adressé en hébreu à une salle comble pendant une vingtaine de minutes. Un mois après les attentats qui ont frappé Paris, il a rappelé que c'est en représentant de tout le peuple juif qu'il a participé à la marche républicaine. J'ai entendu le message des Français dans leur ensemble dire au monde « Je suis Charlie ». Mais le véritable test pour nous est que chaque juif puisse sortir dans la rue et dire « Je suis juif ». Je suis juif. Il faut le dire sans équivoque, une vague d'antisémitisme déferle sur le monde. L'antisémitisme est plus que jamais présent dans une combinaison de forces anciennes et nouvelles menées de front par l'islam radical. Il est impossible de ne pas s'en rendre compte. Et Benyamin Netanyahou le clame haut et fort, la place des Juifs se trouve en Israël. Je voudrais avant tout que vous délivriez le message aux Juifs de France et de diaspora que nous les voulons ici, en Israël. Nous n'avons jamais abandonné le rêve sioniste. Un discours bien rodé dans lequel Benyamin Netanyahou n'a pas hésité à s'en prendre à ses principaux rivaux, à moins de 5 semaines des élections législatives. La principale question de ces prochaines élections est de savoir qui va pouvoir tenir tête à l'Iran et à la communauté internationale. Le Likoud, dont je suis à la tête, ou le parti de gauche de Tzipi et Bougie. Je pense que j'ai ma réponse. Son discours, bien qu'incompréhensible pour une bonne partie de l'auditoire, a pourtant fait mouche. Il a une telle manière de nous parler directement, même s'il parle en hébreu, on est tout de suite, on sent qu'il nous représente en tant que peuple, en tant que peuple juif. Et voilà, non, il a confirmé sa vision forte pour l'État d'Israël et aussi sa volonté de faire venir le plus de juifs en Israël et en particulier depuis la France. C'est donc devant un public conquis que le candidat en campagne Netanyahou s'est exprimé. C'était la première fois qu'un Premier ministre s'adressait de la sorte à la communauté francophone israélienne en période électorale. Dror, est-ce que la communauté francophone en Israël vote groupée ? Elle vote très majoritairement à droite, ça, tous les sondages le montrent. Donc Benyamin Netanyahou s'est exprimé devant un public conquis d'avance, déjà convaincu. Bien évidemment, l'augmentation du nombre de nouveaux immigrants en provenance de la France n'est pas passée inaperçue par les responsables des différents partis politiques. Et même à gauche, alors qu'a priori c'est un public conquis, acquis aux thèses de la droite, même à gauche, on commence à faire un effort particulier dans cette direction. Amir Peretz, l'ancien président du Parti travailliste, ancien ministre de la Défense, est responsable. Il a créé au sein du camp sioniste, l'alliance de centre-gauche, un état-major spécial qui va délivrer des messages spécifiques envers la communauté française. Est-ce que véritablement c'est une démarche qui pourra éventuellement porter ses fruits, ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, étant donné qu'encore une fois, en grande majorité, les nouveaux immigrants de France votent à droite. Alors Nadia, vous faites partie d'une association qui s'appelle Kol Olé, à faire prendre une conscience politique aux immigrants, notamment français, francophones. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils votent majoritairement aussi à droite ? Alors d'abord, effectivement, c'est une association qui s'adresse aux Français, mais aussi aux anglophones, pas que francophones. Effectivement, les Français, mais aussi des autres Olim, quand ils arrivent en Israël, ils ont un vote déjà préparé quelque part. Non pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils viennent avec une vision de diaspora d'Israël, où effectivement on se sent attaqué parce qu'il y a l'antisémitisme, parce qu'on voit comment les médias attaquent Israël. Et effectivement, ce vote, normalement, se place plus à droite. Le but de cette organisation est de fournir aux immigrés toutes les informations dont ils ont besoin pour faire un choix vraiment informé au moment des élections. À partir du moment où ils arrivent et qu'ils ne parlent pas vraiment l'hébreu ou pas forcément assez bien pour comprendre ce qui se passe, et que effectivement on a des partis à droite et à gauche qui s'adressent à eux, mais très peu. Je veux dire, la salle qu'on a vue tout à l'heure, elle comptait quelques centaines de personnes peut-être. Donc effectivement, ils ont besoin d'avoir accès aux informations. Eh bien, ils n'ont pas assez accès à ce genre d'informations, et du coup, ils votent pour la personne qui normalement ils connaissent déjà, ou qui parle à eux d'une manière qu'ils comprennent très bien. On a entendu Netanyahou tout à l'heure faire vraiment appel au pathos, comme on dit techniquement, donc au sentiment du public. On parle d'antisémitisme, on parle d'islam radical.
On parle de menaces. Tout ça, évidemment, ça engendre une réaction de peur et de volonté de se mettre dans les mains de celui qui a l'air d'être le plus fort. Donc encore une fois, cet ethos de Netanyahou comme le leader qui protège Israël, c'est un ethos qu'on trouve tout le temps. Merci beaucoup Nadia Lys, merci Dror. À suivre, on parle de cette affaire qui continue de secouer le monde bancaire. Le scandale HSBC fait encore parler de lui avec cette publication des noms de personnalités concernées. On en parle après un nouveau journal. On parle à présent de cette affaire qui secoue le monde bancaire. Les révélations du scandale HSBC, cette fraude fiscale massive, sonnent le glas d'une ère, celle du secret bancaire et des paradis fiscaux. Explication en images. Plus de 180 milliards de dollars, c'est le montant astronomique de la fraude fiscale révélée ce lundi par le quotidien Le Monde. Entre novembre 2006 et mars 2007, cette somme record aurait transité par la filiale suisse de la banque HSBC. Les comptes de plus de 100 000 clients seraient concernés. Des clients qui, approchés par des responsables de l'établissement, étaient encouragés à dissimuler leur argent grâce à quelques 20 000 sociétés offshore. Impossible de retrouver leurs traces, seul HSBC était en mesure de connaître l'identité des clients transformés en code et en prête-nom. Et les méthodes qui ont été appliquées pour les clients français ont été appliquées pour les clients dans le monde entier, à savoir que la banque ne s'est pas contentée, on va dire, de fermer les yeux et d'accepter de l'argent, parfois d'une provenance douteuse et en tous les cas distrait des fiscs nationaux. C'est qu'en plus, elle a incité à la fraude en recommandant, par exemple, à ses clients de créer des sociétés offshore qui permettaient on va dire, de faire un paravent supplémentaire pour dissimuler les fonds. Et c'est la banque elle-même qui proposait ces services, qui prenait en plus une commission au passage pour gagner encore plus d'argent, pour créer des offshore, notamment au Panama ou aux îles Vierges britanniques. Des montages financiers illégaux et des sommes de sources très diverses. Si la plupart sont des particuliers souhaitant échapper à l'impôt, elles provenaient parfois du trafic de drogue ou servaient à financer des activités terroristes. Aidés d'une centaine de journalistes de médias du monde entier, les journalistes du Monde ont analysé les milliers de fichiers volés en 2007 par l'ancien informaticien franco-italien Hervé Falciani. Leur but, faire le tri entre les clients légaux et ceux dont le profil est plus suspect. Parmi eux, des personnalités médiatiques comme l'humoriste Gad Elmaleh, des chefs d'entreprise, des sportifs et même des chefs d'État comme le roi du Maroc, Mohamed VI, ou le roi de Jordanie, Abdallah II. Face au scandale Swiss Leak, HSBC se défend, affirmant qu'il s'agit de pratiques anciennes et désormais révolues. Pourtant, la Belgique envisage de lancer un mandat d'arrêt contre les dirigeants de la banque. De son côté, le ministre français des Finances, Michel Sapin, a jugé lundi qu'il fallait être intraitable avec les fraudeurs du passé. Jusqu'à demain, une réunion des ministres des Finances du G20 se tient à Istanbul. Leur objectif, faire de la lutte contre l'évasion fiscale l'un des dossiers principaux de la finance mondiale. Et on en parle avec Michael Gabé. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste. Est-ce que ce scandale HSBC, Michael, sonne le glas d'une ère, on l'a dit, celle du secret bancaire, de ces sociétés offshore, de ces paradis fiscaux? En tout cas, il va peut-être sonner le glas d'une prise de conscience globale au niveau de la taille et surtout de l'identité des gens qui sont protégés par ces paradis fiscaux. Et ça va peut-être inciter certains pays qui pensaient que ça se passait chez les autres et pas forcément chez eux, et qui se disaient peut-être qu'on va participer à cette fête entre guillemets de l'évasion fiscale, de se dire finalement il y aura toujours un plus grand paradis que chez soi, et peut-être qu'il faut se mêler à la lutte et essayer et comprendre qu'en fait personne n'est à l'abri justement d'une évasion fiscale dans son propre pays. Est-ce que légalement, Michael, les fiscs nationaux de ces citoyens français, belges, même israéliens, peuvent poursuivre donc ces noms-là de manière légale? Alors la question est très compliquée. Apparemment, il y a eu quelques jurisprudences en France. Il y a quelques juges qui ont refusé justement l'utilisation des preuves menées par cette liste pour entamer une action en justice contre les fraudeurs.
Mais encore une fois, le fait est que les choses, souvent les gens, par peur justement d'être découverts en ligne, se sont présentés de manière de leur propre volonté. Et à partir du moment où on dévoile ces cartes, on perd toute immunité. Alors un mot quand même du cas français, on en parle ce matin. La raison numéro 1 avancée par les fraudeurs, c'est le système fiscal français, des taxes beaucoup trop élevées. Évidemment, est-ce que si une réforme fiscale française n'est pas établie, eh bien cette fuite des capitaux sera quasi officielle? C'est compliqué puisque en France, encore une fois, il faut comprendre que cette crise se réfère à une période qui est antérieure, qui est très loin, on parle de 2007. Les choses ont beaucoup changé au niveau international. Le secret bancaire n'est plus ce qu'il était, et ça depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la divulgation d'informations automatiques entre la Suisse et la France, c'est une réalité qui va se mettre en place. Au niveau de tous les pays du monde, en tout cas au niveau de l'OCDE, la divulgation bilatérale est en train aussi de se mettre en place quasiment sur tous les membres de l'OCDE. Donc il faut comprendre que les errements du passé ne sont plus forcément la réalité du présent, et qu'aujourd'hui, le financement du terrorisme, le blanchiment de l'argent, l'évasion fiscale, etc., sont des dossiers qui sont attaqués, qui sont en tout cas régularisés petit à petit, en tout cas au niveau des grandes places. Mais c'est évident qu'il y aura toujours des pays ou des sombres guichets dans lesquels on pourra toujours pencher son... Alors, pour finir, Michael, vous le dites, on le comprend bien, les choses sont en train de changer. Est-ce que les mentalités des fraudeurs, des citoyens changent également? On sait par exemple qu'aux États-Unis, plus qu'une faute pénale, eh bien, la fraude est une faute morale. Est-ce qu'en France, ça commence à être le cas aussi, ce sentiment-là? Je pense pas qu'en France, il y a une... D'abord, il faut comprendre que le fisc français est plutôt fort, mais le sentiment, en France, il y a un large sentiment que tant qu'on n'est pas pris, ça reste entre guillemets honorable de frauder le fisc, en tout cas dans certains milieux. Mais c'est contrasté de les instances françaises. Le système mondial global aujourd'hui fait que l'évasion fiscale est de plus en plus compliquée, mais ça ne faudra pas nous faire oublier un autre problème, qui est sûrement un problème et qui est beaucoup plus grave à mes yeux que le problème de ces c'est 10 milliards, mais c'est pas énorme en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est l'évasion fiscale institutionnalisée, dans le sens où on voit aujourd'hui, par exemple, dans la zone euro, par exemple, des pays qui font une concurrence en termes de fiscalité, qui font que des sociétés vont choisir dans la zone euro, à un moment donné, en fonction d'une certaine activité, quel est le pays où il est le plus clément de se poser. Ouais. Et c'est plus de la fraude fiscale, ni de l'évasion fiscale, c'est juste Après, c'est la question de moralité. C'est la question qu'on a posée. Par exemple, on a vu récemment les patrons de Google qui se sont vus poser la question, est-ce que vous pensez que c'est moral? Et la réponse à laquelle ils disaient, de toute façon, je pensais que c'est complètement légal. Merci beaucoup, Michael Gabé, d'avoir été avec nous ce matin. Rudy, bonjour. Alors, bonjour, cette affaire suscite beaucoup de réactions sur Internet, mais des réactions personnelles. On l'a appris depuis hier. Les noms de cette liste ont été divulgués par la presse. Parmi eux, Gad Elmaleh, déferlement de critiques contre l'humoriste sur Internet. Oui, ils sont pourtant quand même 100 000 clients de 200 pays différents, cités dans ce qu'on appelle donc ce Swiss League. Mais alors, parmi ces 100 000 noms, donc un seul est vraiment la cible des internautes sur les réseaux sociaux, c'est le nom de Gad Elmaleh. Alors on trouve dans la liste des noms comme Jacques Desange ou le coiffeur ou Christophe Dugarry, le footballeur, mais c'est le nom de Gad Elmaleh qui s'est hissé très vite en tête des tendances dès la révélation de cette affaire. Les internautes l'ont taclé avec une rare violence. Alors comment expliquer ce déferlement de haine? Eh bien déjà par sa popularité surtout, mais aussi et surtout pour avoir joué dans la fameuse pub du LCL, le fameux Je rêve d'une banque, qui déjà à l'époque avait
avait été moqué par les internautes à l'époque de la sortie de la pub. Ça avait été un grand raté, on en avait beaucoup parlé, mais avec ces révélations, on a un déferlement de haine. J'ai trouvé quelques tweets, par exemple, on va voir celui d'Alex qui trouve que finalement la pub de Gad Elmaleh est très drôle, mais à retardement, sachant que cette histoire, Maître Eolas, lui, comme beaucoup d'internautes, reprend le désormais Je rêve d'une banque et dit Je rêve d'une banque qui éviterait les fuites. Voilà le genre de critiques qu'on pouvait trouver. Il y en a encore des plus violentes sur Internet. Alors des critiques, Rudy, pas forcément justifiées. Gad Elmaleh avait régularisé sa situation il y a 8 ans déjà. Oui, quelques internautes le disent. En effet, c'est contrairement à d'autres noms cités, Gad Elmaleh est à jour avec le fisc français. Et puis certains internautes crient tout simplement au lynchage médiatique. Gad Elmaleh est un humoriste qui bénéficie d'une énorme cote de popularité, une image très populaire aussi qui a été écornée. On peut expliquer ça comme ça. Elle a été écornée par cette pub LCL et aussi par son mariage princier du côté de Monaco, et tout ça fait que ça en fait une cible privilégiée des internautes, mais toujours est-il que ce lynchage était loin d'être justifié sur Internet. Voilà, régulariser sa situation il y a 8 ans déjà, on le répète. Merci Rudy, restez avec nous parce qu'on se tourne vers Betsabé. Bonjour. Bonjour. On passe en revue, comme tous les matins avec vous, votre sélection de quelques titres de l'actu internationale, et on commence ce matin par le passage remarqué d'Angela Merkel à Washington. Oui, la chancelière était reçue hier lundi donc à la Maison-Blanche. Au cœur des discussions, bien sûr, la crise ukrainienne, crise dans laquelle la chancelière, on le sait, s'est beaucoup impliquée et dans laquelle elle insiste sur le règlement du conflit par la diplomatie, tandis que de son côté, Washington n'a pas de position claire sur d'éventuelles livraisons d'armes à l'Ukraine. En tout cas, Obama s'est montré à l'écoute et finalement, ce qui a surtout retenu la presse américaine, c'est cette aspiration des deux dirigeants à rester unis sur ce dossier, entendez, face à la Russie, et malgré pas mal d'indices de désaccord sur la position à adopter. À titre, par exemple, le site de USA Today, le journal soulignant que ces points de discorde sont pour l'instant sous contrôle, au moins pour l'instant, car les divergences sont latentes. D'ailleurs, CNN, elle, bien plus sceptique, anticipe déjà la future brouille. CNN, selon qui Obama et Merkel cherchent désespérément une position commune. Alors, pour l'instant, néanmoins, un argument en faveur de l'union germano-américaine sur lequel revient le Washington Post, eh bien, c'est que l'administration Obama n'a pour l'instant aucune envie de trop s'impliquer. Et on reste aux États-Unis avec ces entrepreneurs de cannabis qui ouvrent leur propre banque. Voilà, alors depuis que le commerce de cannabis a été légalisé au Colorado, c'était il y a un peu plus d'un an, en janvier 2014, eh bien l'industrie fleurit avec par exemple 1200 établissements rien qu'à Denver. Une véritable filière économique a donc vu le jour, nous explique Le Figaro. Problème, eh bien aucune banque traditionnelle n'a envie de leur ouvrir des comptes ou de leur accorder un crédit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles craignent d'être poursuivis au niveau fédéral. Alors pour remédier à ce vide bancaire, pour arrêter de stocker des montagnes de cash dans des coffres-forts, eh bien un groupe de ces entrepreneurs est en train de monter une banque ad hoc qui serait la Fausse Corner Credit Union, une banque dédiée donc au commerce du cannabis. C'est plutôt une nouvelle qui attend désormais l'ouverture d'un compte à la Réserve fédérale. C'est le passage obligé. Pour l'instant, la Réserve fédérale n'a pas accepté. On attend de voir ce qui va se passer. Les rêves d'une banque. Voilà, ils auraient pu essayer à la HSBC d'ouvrir. Exactement. Allez, direction l'Europe avec ce nouveau drame, au large de l'île italienne de Lampedusa. Exactement. C'est terrible. Ils sont morts de froid. Écrit La Stampa, au moins 29 morts, mais le bilan pourrait être encore plus tragique que cela. Le quotidien italien évoque en effet un bilan officieux, attention, de 200 morts, espérant que ces chiffres sont erronés. Des réfugiés venus de Libye, pris au piège par un vent fort, par un froid implacable. Plusieurs d'entre eux auraient perdu la vie pendant même que les secours étaient en train d'opérer. 29 cadavres ont été récupérés, mais en parlant avec les survivants, eh bien, ces estimations de chiffres dramatiques qu'on vient d'évoquer, sans compter qu'il y aurait des dizaines d'enfants et de jeunes enfants parmi eux, avec bien sûr, en Italie, déjà des voix qui dénoncent la fin de l'opération Mare Nostrum, un peu comme si les 366 victimes d'octobre 2013 n'avaient finalement servi à rien.
Voilà, l'histoire se répète tristement. En Australie, la fin d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit et qui a duré plus de 3 ans. Voilà, ça a fait pas mal de bruit. C'est une affaire qui aura mis en relief, en tout cas, les préjugés qui perdurent, réminiscences colonialistes, devrait-on dire, à l'égard des indigènes du Brésil. Alors, au cœur de cette affaire, c'est un documentaire sur lequel revient Slate, un documentaire diffusé en 2011 par la chaîne 7 australienne qui avait présenté les mœurs de ces indigènes Suruwaha d'une façon pas très sympathique. Le commentaire affirmait notamment la tribu encourage le meurtre des enfants mal formés. C'est une pratique qui est devenue extrêmement rare et en plus, il y avait l'une des personnes interviewées qui avait nié que ça, c'était une pratique qui perdurait. Or, il ne s'agit pas d'un simple dérapage du journaliste auteur du documentaire. La chaîne a refusé de s'exprimer, de s'excuser. Alors, l'équivalent du CSA australien s'y est mis. L'affaire a été traînée devant les tribunaux et conclusion, eh bien, les propos tenus par les auteurs du reportage étaient de nature, je cite, à provoquer un intense rejet et mépris envers les Suruwaha chez le spectateur. On a bien compris donc que ce documentaire, en tout cas, révèle un phénomène de société, un espèce de racisme latent. Oui, c'est un sujet qui reste extrêmement sensible. En Australie, on finit avec un clic à l'attention des friands de gadgets. Rudy, c'est pour vous. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez un de ces nouveaux aspirateurs qui marche tout seul. En tout cas, attention, une Sud-Coréenne de 52 ans a vu ses cheveux littéralement aspirés, raconte le Guardian. Alors, elle faisait une petite sieste à même le sol en attendant que son petit objet travaille pour elle, sauf qu'il s'est jeté sur elle, ou plutôt sur ses cheveux, la conduisant à l'agonie. Alors, elle a appelé les pompiers, elle s'en est sortie indemne, elle a juste perdu une bonne dizaine de mèches de cheveux. Oh mon Dieu, on se retrouve, merci Betsavé, merci Rudy, après un nouveau journal, on parle des sorties ciné de la semaine, restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Rebonjour petit chat. Et bonjour Laetitia. Moi aussi, je veux un nom d'animal. Vous voulez quoi? Réfléchissez bien. Je vous laisse 5 minutes. Okay. Hashtag un nom pour Laetitia sur Internet. Voilà, tous les intéressés. On parle des sorties ciné demain en France et on commence par le dernier, Gilles Lelouch. Oui, et qui n'ont rien à voir, des sorties qui n'ont rien à voir avec les animaux. Gilles Lelouch joue dans un thriller journalistique, ça s'appelle L'Enquête. C'est en fait un retour sur l'affaire Clearstream. Il incarne donc le juge financier Renaud, il est accompagné du juge Renaud van Ruymberg, interprété par Charles Berling, et ils sont absolument super crédibles les deux dans leur rôle. On va regarder ça tout de suite en image, on en reparle juste ensuite. Vous êtes bien devenu Robert? Ouais. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? Que je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français. Et de 2 candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. J'ai rencontré un type. T'as raconté quoi? L'histoire du système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale. J'ai eu 4 appels raccrochés aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe là. Vous avez quitté Clearstream il y a 10 ans, monsieur. Ils vous font peur à ce point-là? Je viens de lire Le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là? Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour.
Voilà, l'enquête sur l'affaire Clearstream, ambiance de thriller politique à l'américaine. Est-ce que c'est réussi? Alors, les critiques sont très, très bonnes sur ce film, notamment sur les performances des acteurs. Vous le dites, c'est un thriller à l'américaine, c'est très à la mode. On a vu Gilles Lelouch et Jean Dujardin, d'ailleurs, qui étaient dans un film il n'y a pas très longtemps que j'étais venue présenter ici, la French Touch, qui était exactement dans le même traitement de l'image, avec des caméras à l'épaule, donc des steadicam, très proche du documentaire. Je pense que pour traiter l'affaire Clearstream, c'était quand même intéressant de faire un film de cette manière-là, même pour des Français. Voilà pour donc l'enquête. Voilà pour l'enquête sur l'affaire Clearstream qui sort demain. Un autre film qui retient notre attention. Alors, eh bien, il est israélien. Oui. C'est le dernier Eran Riklis. C'est le dernier Eran Riklis. Il y a 2 films assez intéressants cette semaine. C'est mes intrus de la semaine, comme je les appelais quand vous n'étiez pas là, Barbara. C'est les films qui passent un petit peu en dessous du radar médiatique. Ils sont très différents cette semaine, mes intrus. Mais ils ont un thème central et commun, c'est l'adolescence marginalisée et son intégration va commencer. Donc, comme vous le dites, par le film de Eran Riklis, qui est notamment l'auteur de La fiancée syrienne, des citronniers, de Zetoun. Et depuis ses débuts, il n'a pas cessé de s'intéresser sans manichéisme et avec un beau sens romanesque au conflit entre Palestine et Israël. On va regarder tout de suite en image son dernier film, Mon fils, et on en discutera après. Juste après, voilà, ensuite, juste ensuite, comme vous voulez. Allez, on y va. Mon fils. טלפון, אלק, בל"ג ברמי. אז ברוך הבא לתיכון למדעים ואומנויות בירושלים. وبعدين القدس مش بعيدة وفي أعياد وفرص. ما كنتش عارف انهم بيقبلوا عرب هون. اكيد هلك مبسوطين فيك، لا؟ أنا إياد مع تقنية المعرفة الخبراتية של בית ספר למדעים. יונתן תכיר, זה איאד? אני אוהב אותך, את יודעת. תגיד לי בערבית. أنا بحبك. أنا بحبك أكتر. شو ما بعتش لك صاحب لك واحد يهودي من غير عاهه؟ אתה יודע שאף פעם לא ראיתי את יונתן שמח כמו שהוא היה איתך. לפעמים אני שוכח שאתה ערבי. כן, האמת שגם אני. תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך את זה. לחיים. הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן. תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר ערבי. אני לא רוצה להיות לבד בבית עם יונתן. אני לא אחזיק מעמד. בוא תהיה איתנו. אנחנו ממש דומים, לא? עדות בבקשה. עדנה, את האמא? אף אחד לא צריך לדעת. אף אחד. Alors on rappelle que ce film devait sortir cet été en plein conflit entre Israël et Gaza. Oui, il devait ouvrir le festival du film de Jérusalem. Il avait été reporté à cause du contexte politique extrêmement tendu. Donc l'histoire de ce jeune Palestinien qui va donc dans cet internat de ce lycée israélien. L'acteur lui-même est un jeune Palestinien qui a vécu à peu près une histoire similaire. Exactement. Sauf que Eran Riklis, dans son film, n'a pas vraiment grossi les traits. C'est-à-dire qu'effectivement, le film devait sortir à une période assez compliquée, mais le film lui-même n'a pas un message de guerre, bien au contraire. L'idée de ce film, c'est qu'il faut bien ne pas pointer le doigt sur l'ennemi, il faut juste remettre en question certainement l'identité nationale, mais il ne faut pas faire d'amalgame, seul compte l'individu dans son intégrité. Donc c'est assez intéressant pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ce conflit, avec la situation ici en Israël, notamment des Israéliens arabes. C'est notre conseil du jour pour les sorties ciné de demain et on termine par Spartacus et Cassandra. Oui, alors là on change complètement de registre. Ça a été présenté à Cannes, c'est un film de Nloanis Nuguet. Spartacus, c'est l'histoire d'un jeune Rome de 13 ans et de sa sœur Cassandra qui a 10 ans, qui sont recueillis dans le chapiteau squat d'une drôle de fée trapéziste qui va prendre soin d'eux. Donc on l'a bien compris au cirque. C'est un documentaire, on a quelques images, je ne sais pas si on a le temps de les regarder. On regarde, si on y va. Un extrait de Spartacus et Cassandra. Ah non, je marchais déjà. À 2 ans, je mangeais de la terre. À 3 ans, mon père était en prison. À 4 ans,
et je faisais la manche avec ma sœur. À 5 ans, j'étais en maternelle. À 6 ans, j'ai sauté une classe. À 7 ans, je suis venu en France. À 8 ans, je volais des autoradios. À 9 ans, j'ai rencontré Camille. À 10 ans, je me suis évadé d'un foyer. À 11 ans, à 12 ans. Voilà, un film Oui, c'est choc. c'est un film choc, mais qu'il faut vraiment aller voir. Dans un climat difficile aussi en France en ce moment. Voilà, c'est pour les sorties de cette semaine. Merci beaucoup. Laetitia, on parle musique à présent. James Blunt, vous connaissez? Oui. Vous aimez? Oui. Ça vous plaît, James Blunt? J'adore. Je vous adorais. Oui, Alors, ça aussi. tombe bien, regardez, il était en Israël cette semaine. Ça faisait partie d'une des dates de sa tournée mondiale. Il a crié « Shalom Tel Aviv » à son public. Sandy Forti, c'était sur place. En pleine tournée mondiale, James Blunt a posé ce week-end ses valises à Tel Aviv pour son tout premier concert en Israël. Et ses fans étaient au rendez-vous. Un concert qui a mobilisé les foules, les 8000 places du Nokia Arena étaient presque toutes occupées. Pourtant, le pari fait par la société de production 3A Productions n'était pas gagné. Un concert en Israël, c'est spécifique parce que, contrairement aux autres pays, on a des choses qui ne sont pas rationnelles, comme par exemple des gens qui ne veulent pas venir pour des raisons qui ne sont pas du tout business. On a des sold-out qui, au lieu d'être des sources de contentement, sont des sources de stress parce qu'on a très peur que ça soit annulé après. But no goodbyes, you'll always be Miss America. Dans tout ce processus, l'étape la plus facile à réaliser a été de convaincre James Blunt de se produire en Israël. Cette personne est une personne délicieuse. Le couple qu'il forme d'ailleurs avec Sophia, sa femme, sont un couple exquis. C'est quelqu'un qui, pour rien gâcher, a une dose d'autodérision, comme vous avez pu le voir pendant le concert, extraordinaire. Un trait de la personnalité de l'artiste que l'on ne connaît pas forcément et qui a séduit son public pendant le concert. Ouais, c'était génial. C'était un super show. En plus, il est super drôle. Il a couru dans le public, dans toute la salle. Pas seulement dans le carré VIP, c'était trop cool. Il est vraiment très drôle. Toutes les interludes entre les chansons, c'était top. C'était génial, écoutez, on aurait pu croire ça plus mélancolique et en fait c'était super joyeux, le mec il a mis le feu. Et franchement, merci James Blunt, voilà. Avec des places à partir de 200 shekels, les producteurs du spectacle ont rendu ce concert accessible à tous. On a voulu amener quelque chose qui soit, on va dire, de qualité, sans pour autant avoir ces prix et participer à cette inflation de prix qui est pas appropriée, dans un pays où le salaire minimum est à 4500 shekels et où le salaire moyen est à moins de 2000 euros. And God knows that it's hard to find the one. Après 1h30 de show, entre balades romantiques au piano et chansons dynamiques à la guitare, le public israélien était ravi. Super concert, le meilleur que j'ai vu en Israël. Il a une belle voix, ses chansons sont jolies, il est musicien aussi, c'est un vrai showman, on l'adore. Ce premier concert de James Blunt en Israël était donc un succès et au vu de l'accueil qu'il a reçu, ce ne sera sûrement pas le dernier. Time to face the sun. Sur Internet, ce qui nous préoccupe ce matin, Rudy, c'est d'abord cette histoire sordide d'un adolescent américain qui a revendiqué un meurtre sur Snapchat. Oui, c'est une première et c'est assez glaçant. Il s'appelle Maxwell Marion Morton. C'est un ado de seulement 16 ans. Il a été inculpé de meurtre ce week-end. Il avait posé à côté de sa victime dans un selfie qu'il a envoyé sur le réseau social pour ados. Snapchat, c'est un réseau social beaucoup utilisé par les ados car les photos envoyées disparaissent au bout de quelques instants, ne sont pas stockées. Et ce n'est pas comme Facebook où
coup il reste des traces. Donc il a pris cette photo. Une source policière décrit la photo qu'on ne voit pas évidemment. Nous avons reçu la copie d'une photo sur laquelle on pouvait voir la victime assise sur une chaise avec une blessure par balle au niveau du crâne. Donc Maxwell Marion Morton, l'ado meurtrier, l'a envoyé à plusieurs amis. L'un d'entre eux a fait une capture d'écran et l'a donné à sa mère qui l'a fait suivre à la police. Et en arrivant sur place, en effet, la police a trouvé le corps du jeune Ryan Mangan dans la même position que celle sur la photo. Il a même envoyé des SMS de revendication. L'ado a très vite été retrouvé, son arme aussi, et il a été inculpé de meurtre. Et malgré son jeune âge, 16 ans, il sera jugé comme un adulte par la justice de Pennsylvanie. Pourquoi il a tué sa victime ? Il avait annoncé d'autres meurtres, c'était sûrement un problème mental, il se rêvait en serial killer, et dans ce SMS, il annonçait des futurs meurtres qui heureusement n'auront pas lieu car il a été incarcéré. On parle de choses plus joyeuses aussi ce matin, Rémi. Complètement. Mais plomber l'ambiance avec cette nouvelle tendance du web. On se fait des chapeaux en fait sur Internet. Absolument. Maintenant. Cette séquence sera totalement inutile, si ce n'est qu'elle marque le grand retour des chats dans la revue du web. En effet, aussi inexplicable que cela puisse paraître, le cat hat comprenait le chapeau en chat ou encore le chapka en français. La grande tendance de cet hiver sur Internet pour se tenir chaud. Les internautes s'y donnent à cœur joie. Le principe est simple, mettre son chat sur la tête en guise de chapeau. Voilà. Avec son chat gentil, je précise, parce que je vous laisse imaginer avec les dégâts. Son chat méchant. Voilà, s'il est de mauvaise humeur. Alors, je vous ai pas amené un chat, Barbara, pour tester, mais je me suis quand même permis d'imaginer que cela pourrait donner. Voilà, un joli chapka. On remercie les équipes graphiques d'i24 News pour ce très joli photomontage. Ça vous va très très bien. C'est gentil. C'est un retour flamboyant des chats. C'est un sur votre tête. J'en suis heureuse. Chose inutile encore, comme l'aime Internet, avec ce détournement d'une image d'un footballeur ivoirien. Oui, c'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui se déroulait dimanche soir. Elle opposait la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle s'est terminée par une séance de tirs au but époustouflante où plus de 10 tirs au but ont été nécessaires pour départager les deux équipes. Un suspense insoutenable pour le joueur ivoirien Gervinho, que vous voyez à l'image. Au lieu d'assister à la séance avec ses camarades, comme on a l'habitude de le faire en foot, il a, comme vous le voyez, tourné le dos à la séance de tirs au but et a regardé dans le vide avec cette mine un petit peu désintéressée. Il n'aura pas fallu plus aux internautes pour nous servir un savoureux détournement. Alors on va le voir, l'air songeuse lors d'une rencontre diplomatique USA-Chine. Songeuse. Songeur. Oui, songeur, oui, ça a l'air songeur, absolument. Une mine, oui, c'est vrai. On le voit aussi à la conférence de Yalta, pas forcément passionné par les débats. Et voilà, et puis voilà, on aura un dernier au strip club où là aussi il n'a pas l'air forcément plus intéressé. C'est ce qu'on appelle un mème. Voilà, ça a beaucoup occupé les internautes. Et on termine en chanson ? Oui, on termine avec un duo de violoncellistes. Alors j'imagine quand vous étiez ado, vous étiez grunge. Oui, tout à fait. C'est vous tout à fait moi. Nirvana. Complètement. Bon, voilà. 30 secondes. Alors maintenant, en version violoncelle, ça donne cette petite reprise qui fait le tour du web. Pour se quitter, passez une très belle journée, portez-vous bien et à demain.